Désiré Mercier. La cosmologie, c'est fait par le docteur Nass. C'est pas mal. Voilà, on commence l'enregistrement. Ouais, ça marche. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien parce que je prends un petit peu de distance de l'écran. C'est plus facile pour mettre un livre entre les deux. Donc, la cosmologie, introduction. La cosmologie, c'est la première abstraction. Cette première abstraction, donc c'est le premier degré, donc il convient de commencer par la cosmologie. Et ensuite, éventuellement les mathématiques philosophiques, c'est la deuxième abstraction. Et ensuite seulement la métaphysique, qui vient après la cosmologie ou la physique ou cosmologie. La méta, ça veut dire après en grec, la métaphysique. Donc, la cosmologie vient en premier. Donc, j'ai vu encore un cours de philosophie qui commence avec la métaphysique et ensuite la cosmologie vient par derrière. C'est le monde à l'envers, n'est-ce pas? Ils se disent philosophes et finalement ils ne sont pas psychologiques, ils ne sont pas logiques. Si logique commence par le premier degré, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Donc je ne comprends pas ces gens qui se nomment philosophes et qui commencent par la métaphysique. Même Aristote ne le fait pas, n'est-ce pas? Aristote commence aussi avec la cosmologie. La plupart commencent par la logique, mais la logique est tellement sèche et n'est pas absolument nécessaire. N'est pas absolument nécessaire. On a donné quelques notions propédeutiques, donc introductoires, introductrices. Propédeutique, ça veut dire avant qu'on commence les instructions. Et ça suffit, n'est-ce pas, ça suffit pour vous donner le cours de cosmologie. Une fois qu'on a fait la cosmologie, c'est intéressant à un certain moment de faire la logique pour l'affiner. Alors, la définition de la cosmologie, c'est l'étude philosophique du monde inorganique, donc pas organique. Organique étant vital, donc plantes, animal, homme, et normalement encore plus loin, l'ange et Dieu. Donc la plante, l'animal et l'homme va s'étudier en psychologie parce que c'est psyché, l'âme de l'homme qui anime dans l'homme le niveau végétal, le niveau animal et le niveau bien sûr humain, purement humain, qui continue après la mort. Donc, le niveau humain, l'intelligence, mémoire, volonté libre, ça continue même après la mort, ça appartient directement à l'âme. Mais l'âme a une 4 fonctions, comme vous savez, à part de ces 3 que je viens de nommer. Elle a la fonction d'animer le corps et elle anime le niveau végétal aussi et animal. Et ensuite, les anges et Dieu se voit dans un autre cours, la théodicée, ou la théologie naturelle. Et les anges se voient quelque part, n'est-ce pas? C'est difficile à prouver qu'il y a des anges. Très difficile parce que ce sont des causes secondes. Dieu est la cause première et il gère des choses que Dieu gère finalement. Par exemple, la providence. Dieu l'a créé et ça, il l'a fait soi-même parce que ça demande une toute puissance et ça, il ne peut pas déléguer. Il ne peut pas créer par un instrument, surtout pas les êtres les plus nobles, comme les esprits. Par exemple, dans l'homme, le corps vient des parents, mais l'âme est toujours créée à chaque conception. Alors, question que vous pouvez poser, mais on voit dans la Bible, là c'est la théologie, c'est pas la philosophie, en tout cas c'est intéressant quand même de le voir entre parenthèses. Il y a marqué que Dieu arrêta de créer après le 6e jour. Alors, vous dites qu'à chaque fois qu'un homme est conçu, et ça arrive plusieurs fois par jour, hein,
Les enfants qui sont conçus par jour, c'est énorme. Hein. Pour 7 milliards de personnes, il y a pas mal de monde qui entre dans l'être chaque jour. Eh bien, ça veut dire Dieu a arrêté de créer, il s'est reposé, ça veut dire il a arrêté de créer de nouvelles espèces. De nouvelles espèces. Mais les individus, ils continuent bien sûr à les créer. Voilà, c'est intéressant de lire Saint Thomas quand même. Voilà, la cosmologie est donc l'étude philosophique du monde inorganique. On appelle aussi les minéraux. Tout ce qui n'est pas vivant et qui est sensiblement perceptible. Donc il y a matière. De cela, s'occupe la cosmologie. Et il dit cosmologie parce que si on dit physique, la physique s'occupe de tout le reste aussi, n'est-ce pas? Donc, dans la physique, il y a aussi la psychologie, etc., et la théodicée. Donc, finalement, la cosmologie, c'est un chapitre, c'est une division, c'est une subdivision dans finalement la physique d'Aristote, la cosmologie. Cosmos, le cosmos, le macrocosme et le microcosme donc des minéraux. Dans cette formule succincte, qui vient de dire, donc cette définition, l'étude philosophique du monde inorganique, se trouve indiqué d'une part l'objet matériel que la cosmologie se propose de faire connaître, c'est le monde inorganique, d'autre part l'objet formel ou l'aspect spécial sur lequel elle l'envisage, c'est du point de vue philosophique. Philosophie, ça veut dire qu'on considère tout, on ne va pas exclure quelque chose, on ne va pas se borner au macrocosme, on va aussi voir le microcosme, on va voir tout ce qui est sur la Terre, et ailleurs. Donc c'est la géographie, c'est l'astronomie, etc. Donc c'est plusieurs, c'est tout. La philosophie voit toujours tout, et dans les causes les plus profondes, avec la raison humaine. C'est ça la philosophie. Donc c'est pas une cosmologie donc de science positive, hein. C'est différent. L'objet matériel est formel. L'objet matériel de la cosmologie. Notre définition limite le domaine cosmologique au monde inorganique et abandonne, voilà, c'est ce que je viens de dire, la psychologie philosophique, l'étude philosophique de la plante, de l'animal et de l'homme. Et vous savez pourquoi? Parce que finalement, on s'occupe de l'homme. Et dans l'homme, la psyché, l'âme, anime. Je me suis arrêté parce qu'il y avait une coupure. Le niveau plante et le niveau animal dans l'homme. Comme son nom l'indique, psyché et logos, psychologie. Psyché veut dire l'âme et logos, ça veut dire la loi. Le logos, on cherche les lois qui régissent l'âme, qui anime, donc la vie. Encore une petite coupure. La psychologie s'occupe de l'âme, c'est-à-dire du premier principe de vie chez les êtres organisés. S'occupe de l'âme. Organisé, ça veut dire avec des organes organisés, dans ce sens que vivant. Or, ce premier principe d'activité, l'âme, c'est embêtant ça. Normalement, j'ai une très bonne connexion d'Internet, la meilleure, mais vous voyez, même la meilleure, ça ne marche pas toujours très bien. Voilà, donc l'âme au sens large, pas seulement l'âme humaine qui est immortelle, qui est un esprit, qui est un esprit comme les anges. La seule différence, c'est que l'esprit des anges
a été créé pour rester esprit et l'esprit de l'homme a été créé aussi pour animer un corps. Mais il y a d'autres vies, principes de vie, donc d'âme au sens large, ça veut dire la plante est animée et l'animal est animé. C'est pour ça qu'il s'appelle animal. Il est animé par un principe de vie qu'on appelle âme au sens large, par le sens strict de substance spirituelle, l'âme, comme les anges, mais comme principe de vie matériel. Le principe de vie des plantes et des animaux est matériel. Comme l'électricité, n'est-ce pas, qui anime, entre guillemets, un robot. Un robot semble être vivre et animé par un principe dont la vie dans le robot, entre guillemets, c'est l'électricité. L'électricité, c'est encore de la matière. Donc c'est une comparaison, n'est-ce pas? Si l'homme est capable de faire un robot avec un principe de vie dedans, ça veut dire l'électricité, Dieu davantage. Dieu est capable de faire des plantes et des animaux. On va voir. Voilà, donc, or, ce premier principe d'activité immanente, donc c'est ça la vie. La vie a un principe d'activité immanente. C'est une des définitions de vie. Parce que tout ce qui n'a pas de vie n'a pas un principe d'activité immanente, mais ça vient de l'extérieur, donc le mouvement vient de l'extérieur. Une pierre ne bouge pas de place aussi longtemps qu'elle n'est pas déplacée par une autre force. Elle ne bouge pas. Elle ne vit pas, donc elle ne bouge pas. Donc, principe d'activité immanente. Ce premier principe d'activité immanente, pardon, ne réside pas seulement dans l'être humain, mais aussi, comme nous venons de le dire, dans tous les êtres doués de vie végétative et sensible, donc plantes et animaux. Parce que les animaux ont des sens extérieurs et intérieurs, ce que les plantes n'ont pas. Donc on parle de vie végétative et sensible pour parler de la plante et de l'animal. Pour éviter une classification ou une délimitation arbitraire, il faut donc exclure du champ cosmologique la vie sous toutes ses formes. Donc, on a bien déterminé l'objet matériel de la cosmologie. Alors, l'objet formel de la cosmologie, il va encore approfondir, parce qu'il vient déjà de le dire au début, dans la définition, mais il va spécifier. Le monde inorganique est l'objet de 5 sciences. La physique, la cristallographie, la minéralogie, la chimie et la géologie inorganique. Personnellement, j'ajouterais aussi l'astronomie. On s'occupe quand même des planètes, surtout maintenant dans le 20e et 21e siècle, avec la NASA. Et Baïkonour en Russie, hein. Kennedy en Amérique et Baïkonour en Russie. On s'occupe maintenant des planètes, mais pas tellement à l'époque, avant la Deuxième Guerre, c'était moindre. En délimitant graduellement le terrain exploité par chacune d'elles, on s'aperçoit aisément qu'il reste au-delà de leurs frontières respectives une sphère d'action réservée aux spéculations cosmologiques. Donc le monde inorganique peut être encore sous-divisé, comme on vient de voir, mais il y a quelque chose qu'ils ont en commun et qu'on vient d'avoir une science qui prend tout. Et la philosophie aime de voir tout, de prendre tout, parce qu'elle s'occupe de tout. En effet, la physique a pour objet, donc la physique comme science positive, hein, pas la physique d'Aristote. La physique a pour objet les propriétés communes de la matière. La pesanteur, le son, la lumière, la chaleur, l'électricité, on a eu je pense que la plupart de nous a eu la physique dans l'école. L'électricité, le magnétisme, ainsi que le mouvement local qui accompagne l'exercice de ces forces. Elle saisit la matière inorganisée sous un aspect spécial et n'atteint que l'écorce de la matière. La cristallographie s'occupe d'un état particulier des substances minérales, l'état cristallin et les formes géométriques qui en sont la manifestation sensible.
La minéralogie est l'étude descriptive des minéraux dont se compose la croûte du globe. Minéralogie. Elle les classe en groupes ou en tribus, d'après leur analogie physique et chimique, ou même d'après leur affinité des gisements. La chimie nous fait connaître les transformations profondes et durables des substances corporelles. Donc ça va pénétrer plutôt à l'intérieur. Ça va pénétrer jusqu'aux éléments et la composition des éléments. La chimie va avoir la différence entre électrons, protons, molécules. Elle dépeint les caractères des facteurs qui interviennent dans ces modifications intimes, les phénomènes thermiques, électriques ou lumineux qui accompagnent leur union et désunion, de mettre ensemble des éléments pour en faire un autre élément, les propriétés et la constitution chimique du corps nouveau issu de la réaction. Union-réaction. La géologie, Gaïa c'est la Terre, la géologie se place, logos de la Terre, se place d'un point de vue plus général, loin de se borner à la considération des espèces simples de l'écorce terrestre. Elle embrasse les agglomérations plus ou moins considérables des particules minérales rassemblées par les lois naturelles. Donc les agglomérations. Et à la lumière des phénomènes actuels qui cessent de modifier l'écorce terrestre, elle recherche leur origine, leur mode de formation. En un mot, elle essaye de faire l'histoire du passé de notre globe. Or, quelque parfaites que soient les méthodes d'investigation en usage dans ces 5 sciences naturelles, et comme je viens de dire, maintenant il y en a plus, parce que la science évolue. Hein. Il y a maintenant la physique quantique, c'est vraiment dans le microcosme qu'on s'enfonce jusqu'au quark, n'est-ce pas? Et l'astronomie, comme je viens de dire, a pris plus d'importance maintenant. Elles ne peuvent cependant soulever ni, à plus forte raison, résoudre plusieurs problèmes de plus haut intérêt. La géologie, en retraçant l'histoire de la Terre, a rapporté la pensée jusqu'aux âges les plus lointains, soi-disant. Il y a beaucoup de thèses, n'est-ce pas? Beaucoup de thèses qui ne sont pas prouvées. On parle de, je sais pas quoi, de milliers, de millions, de milliards d'années. Il y a des couches et on se trompe régulièrement. Donc il faut encore distinguer dans ces sciences la certitude et la thèse. La thèse n'est pas certaine, n'est-ce pas? C'est une proposition, c'est une probabilité qu'on pose pour pouvoir continuer à trouver autres choses. Et les thèses sont souvent rectifiées, plus ou moins. Donc il y a toute cette histoire de le commencement de tout, n'est-ce pas? De la Terre avec les couches qui viennent finalement du déluge, n'est-ce pas? Nous savons que ça vient du déluge. Les couches ne sont pas si anciennes que ça. Mais cette histoire part d'un fait, l'existence de la matière. Cette matière même, peu importe d'ailleurs son état initial, d'où vient-elle? C'est la question de l'origine toute primordiale de la cause efficiente première. Et là, c'est plutôt la philosophie qui s'en occupe, et dans ce cas-ci, donc la cosmologie. De même, au sujet des corps simples et des corps composés, la chimie se pose un seul et même problème, celui des causes constitutives dernières du monde inorganique. Derrière. Celui des causes constitutives dernières du monde inorganique. Vous voyez comme la philosophie va toujours foncer, va chercher les causes les plus profondes. Donc les causes dernières pour la chimie et l'origine primordiale de la géologie. Voilà. Et là, c'est la philosophie qui va prendre, c'est là, en a les mains, n'est-ce pas? Mettre les mains à la pâte. Que sont les espèces chimiques si bien analysées par l'homme de science?
Que sont-elles, finalement? On ne sait toujours pas exactement ce que c'est l'électricité. On dit que c'est un déplacement d'électrons, mais c'est quoi un électron? On ne sait pas encore. On parle de charge négative, mais c'est quoi une charge négative? Etc. etc. Donc, on peut expliquer ça, une charge négative? La matière était pourtant homogène? Question. N'a-t-elle comme le soutien le mécanisme d'autres énergies que le mouvement local? Einstein va dire que le mouvement, c'est l'énergie, donc il peut se transmettre en énergie. Le mouvement, c'est l'énergie, donc l'énergie peut se transmettre en, en matière et matière en énergie. L'énergie peut se dégager en mouvement parce que le mouvement demande de l'énergie, donc on dépense d'énergie. Donc le mouvement, la matière, l'énergie, le mouvement, la matière, ça peut se transformer l'un dans l'autre. Si on boit un morceau si on brûle un morceau de bois, on fait de l'énergie avec le catalyseur, le feu. On a l'énergie, on a de chaleur, qui est une source d'énergie. Et si on va le mettre dans un moteur à vapeur, on va faire tourner un train, on va faire rouler un train, etc. Hein. Ou un moteur, un autre moteur. Ou bien faut-il la regarder, la matière, avec le dynamisme comme une agglomération de forces simples inétendues. Agglomération de forces simples. Ou bien, enfin, doit-on, conformément à la théorie de l'école, ça veut dire de la scola de saint Thomas d'Aquin, la douée d'un double principe, l'un commun à toute masse corporelle et substrat permanent des transformations profondes de la matière. Un substrat permanent. Donc il va nous faire allusion à la matière première. C'est difficile à expliquer, la matière première, parce qu'on ne peut pas la comprendre, parce qu'on comprend par la forme et la matière première n'a pas de forme. Elle n'existe donc pas pure. Elle existe toujours par une forme, mais cette forme, ça n'exprime pas ce que c'est la matière première. C'est une forme d'autre chose, c'est une quantité, c'est une qualité, c'est une couleur, c'est une étendue, etc. L'autre spécial à chacune d'elles est principe de leur caractère spécifique. Donc un double principe, l'un commun à toute masse corporelle et substrat permanent de transformation profonde de la matière, l'autre spécial à chacune d'elles et principe de leur caractère spécifique. Voilà. Donc matière et forme. Donc il fait allusion ici à la matière et la forme. Effectivement, c'est magnifique ce uléformisme qui est donc un instrument de compréhension de la cosmologie extraordinaire, qui est donné par Aristote. C'est lui qui a inventé. C'est lui qui a le premier à défini, à trouvé l'uléformisme, mais qui est l'explication finale, finalement, de certains niveaux de la réalité cosmologique. Enfin, si la physique, la minéralogie, la cristallographie et les autres sciences naturelles ont chacune pour idéal de mettre en relief une partie spéciale de l'ordre cosmique, l'une n'a pour mission d'embrasser l'ordre universel comme tel. Voilà. Et ça appartient à la philosophie de voir tout, le tout dans les causes de profondes. L'ordre universel comme tel, d'en déterminer le principe directif et le but. Et cependant, nous avons le droit de nous demander quelles sont les destinées de notre monde, quelle en est la cause finale. Bien sûr, le pourquoi. C'est très important le pourquoi. Pour comprendre les choses, il faut comprendre le pourquoi. Si on ne comprend pas le pourquoi, la chose n'a pas de sens. Le pourquoi, ça tend à quoi? Donc, ça donne du sens à l'existence des choses. Si une chose n'a pas de cause finale, elle n'a pas de sens. C'est insensé, on ne s'occupe pas des choses insensées.
Donc c'est très important, c'est peut-être la... Non, c'est pas peut-être, on sait maintenant par l'école, par saint Thomas, que c'est la cause la plus importante. Pour comprendre une chose, il faut d'abord savoir ça sert à quoi et ensuite on va s'occuper de sa forme et de sa matière. Si ça sert à rien, on va même pas s'occuper, comme vous venez de dire. La cosmologie a donc à résoudre trois questions qui s'étendent au-delà des frontières imposées aux sciences spéciales. Donc, de quoi va s'occuper la cosmologie dont ne s'occupent pas les autres sciences positives, qui regardent la même matière, mais d'un autre point de vue. Première question, quelle est la cause efficiente première du monde inorganique? Très important. Qu'est-ce qui a fait ça? D'où est-ce que ça vient? Et la science essaie d'elle-même donner une explication qui est absolument bidule. C'est le Big Bang. Voilà. Le Big Bang, il a tout fait. La grande explosion, c'est ridicule de dire que tout a commencé par une explosion, parce qu'une explosion, c'est une action qui demande encore un sujet. Et d'où vient alors ce sujet qui a explosé? Rien ne peut pas exploser, quelque chose a explosé, et d'où est-ce que ça vient? Donc ça n'explique que peu de choses, si jamais le Big Bang a existé. Donc la philosophie va s'occuper de cela. Ça appartient finalement pas à la science. La cause efficiente première du monde inorganique. Deuxième question, quelles en sont les causes constitutives ultimes? Les autres causes, autres la cause efficiente, les autres causes constitutives ultimes. Donc elle va donner les causes, elle va dire qu'il y a quatre causes dans tout. Et quelle en est la cause finale? Donc les causes constitutives, c'est la cause matérielle formelle, la cause finale. Donc la cause efficiente première, les causes constitutives ultimes, et on va comprendre ça va être la matière et la forme, et la cause finale, voilà, les quatre causes. Donc la cosmologie s'occupe de quatre causes. Ces trois questions expriment l'objet formel de la cosmologie et justifient le terme philosophique, parce qu'elle va jusqu'à la profondeur la plus possible. Le terme employé dans notre définition générale de cosmologie. Car c'est le propre de la philosophie de faire connaître les êtres par leur cause dernière. Alors, quatrième point, donc on avait premier point définition, deuxième point objet matériel, troisième point objet formel, et maintenant quatrième point, division de la cosmologie. Vous voyez, c'est très logique. Définition, objet et division. La cosmologie comprend trois parties qui ont respectivement pour objet, premièrement, l'origine du monde inorganique ou sa cause efficiente primordiale. C'est vrai, c'est très actuel cette question. Très actuel. Quelle est l'origine du monde inorganique, de l'univers, ou sa cause efficiente primordiale, primaire. Deuxièmement, sa constitution intime, ou ses causes constitutives ultimes, et sa destinée ou sa cause finale. Donc il y a trois divisions qui correspondent aux trois questions. C'est très logique. Le second de ces problèmes, donc la constitution intime, appartient exclusivement à la philosophie et ne peut être traité ailleurs. Ce n'est pas possible que notre science s'en occupe. C'est pourquoi nous le choisissons comme objet spécial de cet ouvrage. Donc, les causes constitutives du monde inorganique. Alors, quelle méthode va-t-il suivre? Notre intelligence ne pénètre pas d'emblée dans la nature intime spécifique des êtres corporels. Il y a un travail à faire. On est d'abord informé par les sens, et les sens, on les développe par des instruments, hein, microscope, télescope, toute autre manière, loupe, toute autre manière par exemple, des preuves, des expériences qu'on fait avec des éléments de la chimie pour voir
Si ça réagit comme ça veut dire qu'il y a ça dedans. Donc il y a plusieurs méthodes pour pénétrer l'intelligence de plusieurs besoins de plusieurs méthodes. Ça ne va pas directement, pas comme un ange qui pénètre directement tout. Donc notre intelligence n'y arrive que par l'étude des phénomènes qui en sont le rayonnement visible. Donc d'abord observation, ensuite réfléchir et effectivement constituer des thèses, des explications temporelles qui pourraient déjà être utilisées pour aller plus loin. On connaît donc d'autant mieux le fond substantiel des corps qu'on interroge avec plus de soin l'ensemble de leurs propriétés sensibles. Donc on commence par interroger avec le soin possible, le plus grand soin possible, l'ensemble de leurs propriétés sensibles. Donc même le philosophe, et surtout le philosophe, comme toute science, il va observer, commencer à rassembler les informations sur l'objet de sa science. Il résulte de là que la cosmologie est essentiellement une étude inductive, donc elle part de l'observation des choses. Tributaire, obligé des sciences naturelles. Donc on ne va pas faire le travail que les autres sciences ont déjà fait. Elle va utiliser les autres sciences. Elle suppose comme point de départ un examen impartial de tous les faits et phénomènes scientifiques dans lesquels on peut saisir un reflet plus ou moins vif de la nature du corps. Elle suppose, mais elle va le vérifier. Par exemple, le Big Bang, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce n'est pas une thèse préjugée des athéistes, des athées? Ce n'est pas un préjugé des athées qui ne veulent d'office départ, dans l'avance, a priori déjà exclure la possibilité d'un créateur. Donc elle va supposer un examen impartial et elle va le vérifier si elle est impartiale, objectif. Alors les systèmes qu'elle va suivre, l'étude de la constitution intime de la matière a donné naissance à 4 systèmes. L'atomisme pur, qu'on appelle plus souvent de nos jours le mécanisme, l'atomisme, mais maintenant c'est devenu la physique quantique. L'uniformisme ou la théorie scolastique, le dynamisme et l'atomisme dynamique. Alors, première partie, l'atomisme pur ou le mécanisme. Avant d'aborder cela, je vais voir s'il n'y a pas de questions. Voilà. Non. Il n'y a pas de questions qui ont été posées. Du coup, on voit mieux ceux qui sont présents. Il y a quelqu'un qui suit par téléphone. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cette introduction à la cosmologie, premier degré d'abstraction, hein, on peut encore poser la question pourquoi c'est un premier degré d'abstraction. Eh bien, c'est parce qu'on ne va pas étudier les choses individuelles en tant que telles, mais on va chercher des lois qui sont communes à toutes les choses. Donc, c'est une abstraction faite de telles choses concrètes. On va s'élever au-dessus des individus, des minéraux individuels, pour voir des lois communes. Donc, c'est déjà une abstraction faite, première abstraction de la particularité individuelle. Voilà. Premier degré d'abstraction. C'est une question que je réponds déjà d'avance, qui n'a pas été posée, mais il n'y a pas de questions. On peut continuer parce que d'accord. Voilà. J'espère que tout est clair. Vous n'avez pas le texte. J'ai essayé de trouver un sur Internet parce qu'il y a pas mal de livres qui sont sur Internet. Il y en a qui sont sur Internet.
et je les ai téléchargés, mais je n'ai pas encore trouvé la cosmologie par Nys, N-Y-S, D. Nys, je vais le mettre dans le chat, D. Professeur D. Nys, c'est comme ça, cosmologie, cosmologie de Nys. Je ne l'ai pas encore trouvé nulle part. Bon, peut-être ça existe parce que ça appartient quand même à la bibliothèque de l'Institut supérieur de philosophie de Louvain. Et les autres études de la même série sont bien sur Internet. Pourquoi pas la cosmologie? Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, tant mieux, c'est que tout est clair, j'espère. Alors, on peut continuer avec la première partie, chapitre 1er. Je vais remettre le grand écran. Voilà. La première partie, l'atomisme pur ou le mécanisme. Chapitre 1er, exposé et évolution historique du système mécanique. Le mécanisme dans l'Antiquité, ce que lui, il nomme Mercier ou M. Ness, Dr Ness, le mécanisme. Le mécanisme remonte jusqu'au grec, bien sûr. Remonte à la plus haute Antiquité. Thalès, 624 avant Jésus-Christ. Anaximandre, on l'a vu dans l'introduction à la philosophie. Anaximène, donc les deux premiers sont du 7e siècle, Anaximène du 6e siècle avant Jésus-Christ. Héraclite, 6e siècle, donc 535 avant Jésus-Christ. Soutiennent, donc cette école des Grecs, qui ont tous, bien sûr, d'autres idées sur plusieurs choses, mais ils ont quand même une idée commune. Ils soutiennent que l'univers dérive d'une seule substance primitive, homogène, et posent ainsi le premier principe de l'évolution dont s'est emparé le mécanisme moderne. L'eau, une matière subtile, disséminée dans l'espace infini, Thalès, l'air et la terre, et pour l'Héraclite, c'est le feu. Tels sont les corps qui furent successivement considérés par ces philosophes comme fond originel du monde, de notre monde. Plus tard, ces corps reprennent avec Empédocle, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, leur place d'honneur et deviennent ensemble les principes primordiaux du cosmos. Il n'y a pas un seul, mais plusieurs en même temps. Ainsi vit le jour la célèbre théorie des 4 éléments que la science conservera comme un dépôt sacré jusqu'à l'époque des immortelles découvertes de Lavoisier. Donc les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Empédocle se prononce pour l'intransmutabilité essentielle des éléments. Intransmutabilité. Donc ils ne peuvent pas être mutés l'un dans l'autre. Il leur attribue 2 forces, la force attractive et la force répulsive, qu'il appelle, dans son langage poétique, amour et haine. Amour et haine. Amour et haine alors dans la matière. Hein. C'est vrai que l'attraction et la répulsion sont des images de l'amour, bien sûr. Et pas de la haine, mais de l'attraction des corps. Pourquoi il y a une attraction dans les corps? C'est parce que Dieu l'a créé dedans. Pourquoi il y a une attraction? Parce que justement, ça signifie l'amour entre le Père et le Fils. Et la haine, c'est pas la haine, mais c'est le fait, la répulsive, ça veut dire que l'un s'éloigne de l'autre, sort de l'autre. Donc le Fils n'est pas le Père, mais il vient du Père. Donc vous voyez, donc c'est parce que tout l'univers, mais maintenant je fais la théologie, hein,
tout l'univers a été créé à l'image de Dieu, que on trouve l'explication encore plus ultime que la philosophie, c'est dans la théologie. Ça, on ne peut pas savoir qu'il y a une trinité par la philosophie. On ne peut pas savoir. Mais la théologie va plus loin et c'est magnifique. C'est magnifique. Mais la philosophie va déjà trouver pas mal de choses. On le voit, ici se dessine une conception chère aux mécanistes modernes, la réduction de tout composé à une simple juxtaposition d'éléments inchangés. Une juxtaposition d'éléments inchangés. Donc quelque chose de... On va couper, on va trouver euh, des éléments plus petits, et on va expliquer la composition par justement une juxtaposition d'éléments. Parce qu'il y a différence entre, on voit encore la différence entre une molécule et l'autre, mais quelle est la différence entre un proton et un autre, ou plutôt d'un quark et un autre? Finalement, il faut, dit-il, revenir à une simple juxtaposition d'éléments inchangés. Je ne sais pas si je ne suis pas un spécialiste, n'est-ce pas, de sciences modernes, parce qu'on n'arrive plus à suivre. C'est tellement développé qu'on ne peut plus suivre, mais on peut quand même se tenir au courant confusément, enfin, en gros. Sinon, on va se perdre. De connaître tout de tout, c'est plus possible dans les temps modernes. Ça s'appelle le génie universel ou le scientifique universel, comme Leonardo da Vinci. Il savait tout de toutes les sciences. C'est parce que les sciences n'étaient pas encore si évoluées qu'un homme pouvait savoir tout ce que les sciences contenaient. Mais seulement, c'est plus possible. D'après Anaxagore, 500 avant Jésus-Christ, donc il est à peu près avec Empédocle, qui est à peu près la même époque, chaque corps contient des particules de toutes les autres espèces, en sorte qu'il est à lui seul un monde en miniature. Omnia in omnibus, Anaxagore. Omnia in omnibus. Bien qu'il recourt au mouvement pour expliquer l'union et la dissolution, la dissociation des particules matérielles, il attribue la causalité efficiente de toutes ces activités naturelles à un principe supérieur, à un être intelligent. Donc Anaxagore s'élève déjà à la cause efficiente. Un être intelligent supérieur, donc finalement Dieu. Dieu supérieur, intelligent, un principe qui arrive à tout organiser, voilà, Dieu. Donc déjà, là, c'est le premier qui va pointer directement vers Dieu. C'est tout à fait logique. Donc il va remonter à la cause efficiente. Il va directement s'occuper de la cause efficiente à partir des causes constituantes. À son tour, Démocrite, qui est plus jeune, 460 avant Jésus-Christ, imprime au mécanisme une impulsion considérable. Une impulsion. L'identité ou l'homogénéité de la matière cosmique, la constitution atomique des corps, c'est lui qui va parler de l'atome. Hein. Atome, ça veut dire tome, ça veut dire couper. Atome, ça veut dire que ce n'est pas possible de couper. Donc c'est un élément essentiel, constitutif de base. Et il se trompe, bien sûr, mais on peut encore couper l'atome. La constitution, c'est quand même intéressant, n'est-ce pas, qu'il a déjà, lui, prouvé l'existence des atomes au 5e siècle avant Jésus-Christ. La constitution atomique des corps, la réduction juste en observant et réfléchissant. Il n'avait pas encore les instruments, il n'avait pas de microscope. Et avec les microscopes, je ne pense pas qu'on peut voir les atomes. Ou très peu d'atomes. On peut voir des molécules, mais je ne sais pas si on peut voir beaucoup d'atomes. Hein. La constitution, en tout cas, il n'avait pas de microscope. La constitution atomique des corps, la réduction de toutes les forces matérielles au mouvement local,
sont élevés par lui à la hauteur de principes physiques incontestables. Donc il a trouvé des vraies lois. Dans ce système, plus de causes efficientes premières, plus de causes finales. C'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est l'éternel péché des philosophes. On trouve quelque chose de vrai, et puisque c'est moi qui l'ai trouvé, on s'enorgueillit dedans et on va l'amplifier et on va effacer tout le reste. C'est dommage. Au lieu de, comme Aristote, emboîter tout, n'est-ce pas, mettre chaque morceau de puzzle dans sa place et pas faire de votre morceau que vous avez trouvé un morceau tellement grand qu'il n'y a plus de place pour d'autres morceaux. C'est le grand péché des philosophes, des petits philosophes, n'est-ce pas. Ça ne montre pas qu'ils ont un esprit assez, grand. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est un défaut qui va revenir à chaque fois, n'est-ce pas, dans tous les siècles. C'est un défaut qui est universel parmi les philosophes. Vraiment, c'est un manque d'humilité. Parce que la connaissance enfle, dit l'Écriture sainte. La connaissance ne rend pas forcément, mais va nous tenter à devenir orgueilleux. Et l'orgueil est aveugle. On voit que ses propres qualités et diminue les qualités des autres. C'est ça un phénomène assez embêtant, n'est-ce pas? Dans ce système, plus de causes efficientes premières, plus de causes finales. C'est un pas en arrière. Il va faire un pas en avant d'un côté, un pas en arrière de l'autre côté. Le mouvement est sans but, comme il est sans origine et sans terme. Alors, les scientifiques athées modernes vont aussi dire à peu près la même chose. Le mouvement est sans but, comme il est sans origine et sans terme. Tout a son explication dans le mouvement éternel de la matière et des lois d'un déterminisme absolu. Voilà. C'est trial and error. Donc la matière bouge, 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 et à un certain moment, ça devient une plante, un minéral, une plante, un animal, etc. Il faut attendre des milliards d'années, et ça vient de soi-même, par hasard, ça vient par hasard. Il n'y a pas de cause efficiente qui n'a pas une intelligence qui organise ça, comme disait Anaxagore. Alors, Épicure, un siècle plus tard, donc 4e, 3e siècle déjà, Épicure, admirateur enthousiaste de Démocrite, reprend dans son compte les principes fondamentaux de la physique de son devancier, en y introduisant une légère modification relative à la cause du mouvement. Dans la théorie épicurienne, en effet, l'atome est automoteur. Automoteur. Quoique soumis à l'action de la pesanteur qui l'incline à tomber en ligne droite, il possède la faculté de changer la direction de son mouvement sans qu'aucune cause interne ou externe ne vienne déterminer ces déviations. Par cette étonnante hypothèse, Épicure voulait avant tout concilier la cause du mouvement avec la possibilité de la rencontre et de la combinaison des masses corpusculaires. C'est un truc, vraiment une thèse qui n'est pas prouvée. Hein. C'est dommage. Et Épicure, puisqu'il n'y a pas de cause première efficiente et finale, Épicure va développer l'épicurisme éthique, qui est justement profiter de la vie, et voilà, profiter de la vie avec modération, pour que ça dure le plus longtemps possible, l'épicurisme. Alors, le mécanisme après le 15e siècle, donc on saute pas mal de siècles. Après Épicure, l'atomisme disparaît presque complètement du monde philosophique pendant de longs siècles. Ce n'est qu'à l'époque de la Renaissance qu'il acquiert un regain de vitalité en la personne de Bacon ou Bacon de Virulent, et Magnan et Gassendi. Donc ces trois personnages.
Mais ces tentatives de restauration, encore isolées, rencontrent bientôt un courant de sympathie dans le monde savant. Mais pourquoi? Ben, parce que justement, le XVe siècle, c'est le début du protestantisme. Et le protestantisme, ça va s'éloigner de Dieu. On s'éloigne de Dieu de plus en plus jusqu'à on arrive dans l'illumination, le siècle de lumière, l'athéisme. Voilà. Donc ça convient très bien de trouver un système qui n'a pas besoin de cause première efficiente et finale parce que c'est Dieu. Puisqu'il s'éloigne de Dieu, de l'Église catholique, de Dieu, c'est le temps de l'apostasie, donc Renaissance, protestantisme, déisme, athéisme, communisme. Et il trouve ça très intéressant de trouver un système qui n'a pas besoin apparemment de causes efficientes et de causes finales, puisque la cause efficiente et finale, ultime est Dieu. C'est alors qu'apparaît Descartes, Descartes le véritable fondateur du mécanisme moderne. Quoique Descartes était encore catholique, mais vous voyez, on commence à dégrader petit à petit. Figurez-vous, Erasme de Rotterdam était aussi catholique, hein. C'est déjà de l'humanisme qui va être l'amorce du protestantisme. Le diable va tout petit à petit pour faire avaler la chose, chauffer à petit feu. Voilà. Mathématicien avant tout, Descartes, donc, qui est du début du XVIIe siècle, XVIIe siècle, veut ériger sa cosmologie d'après la méthode géométrique. Comme la géométrie débute par les propositions les plus simples, pour arriver par voie de raisonnement et de déduction aux vérités les plus complexes, le philosophe français recherche quel est parmi les attributs du corps la propriété primordiale, la plus évidente, la plus universelle. La propriété primordiale. Il s'arrête à l'étendue. Eh bien, ça c'est pas faux. Dans la cosmologie, effectivement, on a trouvé aussi, et Aristote va dire la même chose, la dernière forme, si on coupe, la dernière forme qu'on ne peut pas détruire, c'est la quantité. Et la science moderne l'a aussi trouvé, cette vérité, c'est pour ça que la physique quantique, de quantité, s'occupe de cela. Ça c'est vrai, il a trouvé quelque chose de vrai quand même, n'est-ce pas? Il nous est permis, dit-il, de supprimer par la pensée toutes les qualités d'un corps. Il fait ça par la pensée, et les atomistes modernes l'ont fait pas par la pensée, mais ils ont fait par des, des expériments chimiques et physiques, et ils ont trouvé la même chose, n'est-ce pas? Mais lui, il fait par la pensée, donc c'est bien pensé, mais il a quand même allé chercher des éléments chez Démocrite, hein, il n'a pas tout inventé. Hein. Il nous est permis, dit-il, de supprimer par la pensée toutes les qualités d'un corps sans que celui-ci cesse d'être pour nous un corps réel. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si on commence à couper, par exemple, un morceau de pain, ben, seulement on l'a coupé, si c'est possible, qu'il reste encore une molécule de pain. Mais c'est une molécule composée, parce qu'il y a plusieurs compositions dans le pain. Et si on va encore couper, alors il n'y a plus de pain parce qu'on est seulement avec la levure ou seulement avec le blé, mais on ne va pas la composer. Et alors, si on va encore couper là-dedans, on va avoir la composition, par exemple, le carbone. On va trouver du carbone. Et c'est plus même, c'est plus rien d'autre que du carbone. Le carbone encore composé, on peut décomposer. Et donc, en cours de route, ça perd sa couleur, la couleur change, ça n'a plus la couleur de pain, et on voit même plus la couleur. Donc, ça perd plusieurs propriétés de pain, donc ça perd à chaque fois des formes. Des qualités, des formes de qualité, des formes aussi de réagir, agir et réagir, passion et action.
Et jusqu'à ce que justement on a éliminé toutes les qualités parce qu'on a coupé que ça devient tellement petit, on sait maintenant qu'on est jusqu'au quark, n'est-ce pas? Eh bien, ce qu'on peut pas détruire, c'est la quantité. En, en coupant, on élimine, on casse finalement toutes les formes euh, dont sont composées la forme de la chose. Mais la dernière forme qu'on ne peut pas casser, c'est la quantité, parce qu'on peut toujours prendre la moitié d'une quantité, toujours, à l'infini. Saint Thomas va dire qu'on peut couper jusqu'à l'infini. Parce que si on a encore quelque chose de très très petit, on peut encore concevoir la moitié. Sinon, ce n'est pas la quantité, si on ne peut pas couper en deux. Et ça, c'est sans fin. Donc, il dit que le microcosme est probablement infini, dit Saint Thomas. Le macrocosme est probablement fini, limité, parce que là où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'étendue, il n'y a plus de cosme. Donc le macrocosme s'arrête là où il n'y a plus rien, voilà, tout simplement. S'il n'y a rien, il n'y a même plus d'étendue, il n'y a plus rien. Parce que c'est l'étendue, les, les quatre dimensions sont toujours des dimensions de quelque chose. Et s'il n'y a plus rien, il n'y a plus les quatre dimensions, il n'y a plus d'étendue, il n'y a plus d'espace, donc il n'y a rien. Donc saint Thomas dit que probablement le macrocosme est limité et le microcosme en soi il est limité. L'étendue est donc le premier et unique constitutif du corps. Elle en est l'essence. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est encore un faux. C'est l'unique constitutif du corps, oui. Non. Non, c'est le dernier constitutif quand on coupe, mais c'est pas l'unique constitutif du corps. Elle en est l'essence. Eh bien, c'est une fausse conclusion. Mais c'est la conclusion de Descartes. Et on comprend pourquoi il a fait cette décision. On peut comprendre, mais c'est quelque part logique, mais c'est pas totalement, absolument étanche. Ce principe établi, Descartes refuse à la matière les propriétés qui ne peuvent logiquement se déduire de l'analyse de l'étendue. Mais comment une étendue peut faire du noir ou du blanc? C'est curieux, hein, de dire des choses pareilles. D'abord, donc, il va dire, d'abord, il s'en prend à l'activité, car aucun principe interne d'action n'est contenu dans la notion d'étendue. Aucun principe interne d'action n'est contenu dans la notion d'étendue. Voilà, bien sûr. Bien sûr, voilà. Quoi faire avec action-passion, n'est-ce pas? Il rejette donc les formes substantielles, les causes finales et les qualités actives. Il s'en prend à l'activité. C'est curieux parce qu'encore faut-il encore expliquer l'activité qu'il constate. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'activité. Il y en a qui le disent. Parménide disait il n'y avait pas de mouvement, mais tout est illusion. Bon, je ne sais pas si Descartes n'a pas allé jusque-là. Il va mettre en doute, un doute qui n'est pas raisonnable, mais il va quand même constater qu'il y a un mouvement. En second lieu, l'extension, dit Descartes, restant partout et toujours homogène, ne faut-il pas que la matière dont elle est l'essence le soit au même titre? Donc l'extension, les trois dimensions, restant partout et toujours homogène, ça veut dire ça reste toujours dans l'existence, ça existe toujours, on ne peut pas le détruire, l'existence de l'étendue dans la matière. Alors, l'extension, ne faut-il pas que la matière dont elle est l'essence le soit au même titre? Voilà. Qu'encore, l'extension est l'essence de la matière et qu'elle soit au même titre que la matière. C'est confondre la matière avec l'extension, avec la dimension. Et c'est encore une faute parce que nous allons voir que la matière, c'est la cause matérielle et que l'extension, c'est déjà une cause formelle primordiale.
mais quand même, il faut soi-même. Ce sont deux choses différentes, et ça, il ne voit pas. C'est dommage. Enfin, si l'extension est divisible à l'infini, et ça c'est, oui, en principe, on ne peut pas le nier, il ne peut exister de particules absolument insécables, autrement dit des atomes. Voilà. Ça, Saint-Thomas est d'accord. Cinquièmement, tous les phénomènes sont des modes de mouvement et communiqués par Dieu. Donc Descartes était encore croyant, hein, catholique. Donc tous les phénomènes, bon, ce sont des choses qu'on constate avec les sens, les phénomènes sont des modes du mouvement communiqués par Dieu. Donc il va expliquer que le mouvement vient de Dieu. Communiqué par Dieu aux masses matérielles au moment même de la création. Donc l'activité, le mouvement, il va l'attribuer directement à Dieu. Le mouvement ne pouvant avoir sa raison d'être dans l'étendue passive doit provenir d'une cause extrinsèque. Donc au moins Descartes accepte une cause extrinsèque efficiente, Dieu. Le mécanisme cartésien manquait de base scientifique, parce qu'il réfléchit, il pose son filament des thèses. Il avait été édifié a priori, c'est-à-dire sur le concept mathématique de l'étendue. C'est un mathématicien, hein. Et la mathématique, la deuxième abstraction après la cosmologie, s'occupe justement de la quantité. 1, 2, 2 c'est 2 fois 1, et 3 c'est 3 fois 1, et 4 c'est 4 fois 1 et 2 fois 2. Donc il s'agit de quantité. Et Descartes était un mathématicien. Voilà. Il est trop, occupé par la quantité. Il avait été édifié a priori sur le concept mathématique de l'étendue. Avec le 19e siècle, il entre dans une phase nouvelle et devient, donc le mécanisme cartésien, pour un grand nombre de savants, la synthèse philosophique des résultats acquis par la science. La synthèse philosophique. Des athées, bien sûr. Il va prendre justement ce que vous connaissez maintenant. Il essaie d'expliquer tout surtout par la quantité. Le mécanisme des temps modernes, après Descartes, avant de nous engager dans l'étude de cette phase nouvelle du système, nous devons soigneusement distinguer deux sortes d'atomisme. L'un d'ordre purement scientifique, appelé atomisme chimique, et l'autre d'ordre métaphysique, appelé atomisme philosophique ou simplement mécanisme. Alors, je pense qu'il est passé l'heure. Y a-t-il pas de questions? Ah. Ah oui, 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 on peut acheter, voilà, donc Bart, merci Bart. Oui, oui. Mais moi, je cherchais téléchargeable gratuitement. Attendez, je vais voir un petit peu. Le livre se trouve à la, oui, bien sûr, à la Carrière des Deux, ça je comprends bien. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça je crois bien. Ils sont obligés d'avoir ces livres-là, justement parce que ça a été enseigné à Louvain. Oui, voilà le lien. Heureusement, une version de. Ouais, d'accord. Donc, le livre se trouve dans la bibliothèque, physiquement. Vous faites référence, donc Bardi, vous faites référence au narcissisme cérébral des philosophes. Oui, bien sûr, exactement. Je constate que c'est une maladie assez répandue, hein. Il y en a qui échappent, comme Aristote. Aristote échappe, il y en a peu qui échappent. Comment pouvons-nous éviter de tomber dans ce péché? Ouais, d'accord. Ou le combattre dans le chef de ses collègues sans courir le risque de se faire passer pour quelqu'un d'arrogant. Oui, c'est ça, c'est difficile. Puisque le fondament, c'est l'orgueil, corriger un orgueilleux, c'est pas facile. C'est une des choses les plus difficiles qui existent parce que justement l'orgueilleux pense de ne pas avoir besoin de leçons. C'est très difficile, très difficile, très difficile.
Mais cet orgueil est la cause de tous les problèmes que les Grecs avaient à l'époque. Ils connaissaient le hubris, l'orgueil, hubris. Ils savaient que hubris était très, très dangereux, mais ils sont tombés eux-mêmes dans le piège. Par exemple, Héraclite ne voit que le mouvement et il dit que tout est mouvement. Et Parménide trouve l'être pur. Finalement, il trouve Dieu quelque part. Et l'être ne peut pas être un non-être. Donc le non-être n'existe pas puisque l'être existe et le non-être justement n'est pas. Alors le mouvement n'existe pas parce que le mouvement c'est de devenir quelque chose qu'on n'est pas encore. Donc puisque le non-être n'existe pas, le mouvement n'existe pas. Donc il n'a pas compris qu'il y a des êtres créés qui ne sont pas 100% être pur. Donc il va encore exagérer, et voilà, et ça va causer la grande dispute entre les sophistes. Et c'est Socrate qui va restaurer ça. Socrate, voilà, était humble, voilà. Socrate était humble parce qu'il disait, moi, je sais que je ne sais rien, voilà. Vous voyez? Donc, celui qui a restauré la philosophie, c'est le humble. Donc, l'impasse qui était causée par deux orgueilleux, n'est-ce pas, qui ont trouvé quelque chose, mais qui l'ont agrandi à écraser tout le reste. Parménide a trouvé l'être, il écrase tout le reste. Le non-être, il écrase donc le devenir, le mouvement. Et Héraclite a vu qu'il y a des mouvements dans ce qu'il voit autour de lui, donc ce mouvement, pour lui, c'est le principe qui écrase tout le reste. Et voilà, et on est coincé. Alors l'humble, Socrate, hein, qui dit je sais rien, en tout cas moi je sais que je sais rien. Et l'oracle de Delphi avait dit que c'était le plus sage de la Grèce parce qu'au moins lui il savait qu'il savait rien. Et tout en sachant qu'il sait rien, il arrive à trouver des choses et c'est beaucoup. Voilà. Parce que l'humble est ouvert à la réalité. Il se soumet à la réalité parce que accepter la réalité, c'est une soumission, c'est une humilité. Il faut accepter la réalité comme elle est. Il ne faut pas se faire une réalité. Mais c'est de l'autisme, n'est-ce pas? C'est de projeter dans la réalité c'est quelque chose qu'on a dans la tête. Et alors on est dans l'erreur. Ça vient du diable, n'est-ce pas? Le mensonge qui se fait un monde, qui se fait Dieu, qui se fait un monde. La réalité nous est donnée par Dieu finalement, et une intelligence de plus qu'elle se soumet à la réalité, de plus qu'elle est dans la vérité. Parce que c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la correspondance entre mon idée et la réalité. Donc de plus que mon intelligence se soumet à la réalité, de plus que j'ai la vérité dans ma tête. Voilà. Donc pour être véritable, de connaître la réalité, il faut être humble. Voilà, tout simplement. L'humble a plus de chances de connaître tout. Et oui, donc, professeur, comment corriger le professeur? Bien, en donner des petites doses, n'est-ce pas? L'orgueil, c'est une grande maladie, alors il faut donner une petite dose, puis sinon ils ne vont pas l'accepter. Donner des arguments forts, n'est-ce pas? Des faits, des arguments avec un raisonnement absolument étanche, clos, n'est-ce pas? Et voilà, en toute humilité, en simplicité. Faites comme Socrate, voilà. Euh, faites la maïeutique. Hein. Faites la maïeutique, faites en sorte, en parlant avec eux, que eux ils trouvent par eux-mêmes la vérité. Faites engendrer, soyez bonne femme, hein, philosophe. Socrate était une bonne femme philosophique. En posant des questions, il fait en sorte que les autres trouvent par eux-mêmes le problème et la solution. Voilà. Et s'ils ont trouvé par eux-mêmes la solution, alors leur orgueil est flatté. C'était la méthode de Socrate. Eh bien, suivez la méthode de Socrate hein, pour corriger les sophistes. C'est magnifique, n'est-ce pas? Le travail était déjà fait avant nous. Hein. Socrate, la solution de corriger les orgueilleux, c'est Socrate. Voilà. C'est l'humble maïeutique. Comment critiquer avec amour, mais sans concession sur le plan de la vérité? Ah, eh bien, voilà, Socrate, c'est une possibilité, n'est-ce pas? D'ailleurs, à petite dose. À petite dose, n'est-ce pas? Donner ce qu'il supporte. S'il ne supporte pas, alors c'est donner des perles pour les pourceaux. Hein. Autre lien vers le livre, 23 € dans Bolcom, oui, bien sûr. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, euh, c'est vrai qu'il faut éviter l'orgueil. Et l'intelligence, l'intelligent
tenté par son propre orgueil, par son propre connaissance. La connaissance enfle, donc il faut, de plus qu'on a d'intelligence, de plus qu'il faut avoir de l'humilité. Sinon, on devient une catastrophe pour l'humanité, pour son entourage. De plus, je répète, de plus qu'on a des qualités, et en particulier l'intelligence, mais aussi d'autres qualités, de plus qu'il faut pour compensation l'humilité. C'est le cas de le dire parce que justement, on a eu ce dimanche-ci l'évangile de Saint Jean Baptiste qui fait preuve d'humilité. J'ai fait un sermon sur l'humilité qui est même mis en ligne, n'est-ce pas? Dans Contre-révolution, 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 contre-révolution. Je vous donne le lien. Le sermon sur l'humilité, si ça vous intéresse. Il a été mis en ligne par Johan Livernet, ou Livernet. Ouais. Sermon de l'abbé Jacquin, c'est ici. Voilà, sermon. Ah, qu'est-ce que c'est encore? Bon, mon sermon est sur la source. Ah, donc il montre la source. La source, c'est donc YouTube. Crux Sacra Sit Niki Lux, voilà. Donc, oui, c'est sur le. Bon, c'est quelque part. Ah oui, c'est ici. Voilà, je vous donne le lien si ça vous intéresse du sermon sur la l'humilité de Saint Jean-Baptiste. Je donne quelques éléments, je ne donne pas tous les éléments, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses, autres choses à dire sur l'humilité. Voilà. C'est un sermon sur l'humilité. Alors, en résumé, la cosmologie étudie l'origine, l'organisation, l'utilité du non-organique micro et macro. Oui, on peut dire origine, oui, c'est la cause efficiente. Organisation, c'est la constitution, c'est les causes formelles et matérielles. L'utilité, c'est le cause finale. Elle étudie les quatre causes. Elle va d'abord dire ce que sont les quatre causes. Et elle va l'appliquer à tout le monde donc non vivant, mais matériel, le monde matériel non vivant. C'est la cosmologie et c'est la base du reste parce que on va avoir besoin de cette conception de ulémorphisme plus tard dans toutes les autres parties de la philosophie. C'est fondamental. Les quatre causes et l'ulémorphisme. On va trouver le concept des quatre causes et le concept de l'ulémorphisme qu'on a déjà vu dans l'introduction, mais confusément, pas vraiment à fond. Voilà, donc Bart, Emmanuel, Jérôme, Ludovic, Wilfried, tout va bien. Donc voilà, merci de votre participation. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite voilà, une bonne semaine. Demain, je suis encore en ligne pour la spiritualité, c'est ça. Je mets encore des cours. Ils sont en même temps sur YouTube, il y en a quelques qui sont mis sur Contre-Révolution, mais j'ai mis tous mes cours sur Scaturex. Donc si vous voulez, je vais donner encore un lien. Si vous voulez suivre les cours qui ont déjà été donnés, j'ai mis les cours sur mon site. Cours de formation, voilà, cours de formation. Il y a trois sortes, donc des cours de spiritualité, des cours de philosophie et les cours de, de catéchisme. Pourquoi elle n'est pas là, le cours de catéchisme? Ah, de cours de religion, voilà. Cours de religion pour adultes, cours de spiritualité et cours de philosophie. Dans les cours de formation sur mon site. Si on a un cours de formation,
vous allez plus loin, et, je vous donne le lien. Voilà, donc, au fur et à mesure, on met les cours. Donc, ça, c'est les cours de formation, c'est la catégorie fondamentale. Et ensuite, on a les autres. Donc, si vous allez là-dedans et vous tapez dans le menu, vous trouvez le cours de religion pour adultes. J'ai donné seulement un seul cours en ce moment. Je vais systématiquement mettre tout Spirago dessus. Voilà, ça c'est les cours de religion, ici. Ensuite, on a les cours de spiritualité. Donc demain, il y aura un cours de spiritualité. Ça se fait normalement tous les mardis. Je donne le lien. Je donne le lien pour des cours de spiritualité. La science de la sainteté, voilà. Et ensuite, les cours de philosophie qu'on voit maintenant. Donc, il y a déjà plusieurs cours de philosophie. Introduction à la philosophie, parce que je les mets en groupe. Je les mets en groupe. Introduction à la philosophie. Et ensuite, il y a la cours de philosophie propédeutique. Voilà. Et maintenant, il y aura bientôt le cours de cosmologie propédeutique. Ah, pardon, c'est encore introduction à la philosophie. J'ai loupé le lien là. Propédeutique. Attendez. C'est celui-là plutôt. Voilà. Voilà, donc c'est parce qu'un collaborateur de Rally Vernet, il met les cours en ligne et ça me donne. Oui, justement, ils se trouvent tous sur Crux Sacra Sit Wikilux, parce que le Crux Sacra Sit Wikilux, c'est le dépôt, disons, c'est les archives du collaborateur de Jean-Louis Vernet. Et Jean-Louis Vernet va chercher dans Crux Sacra Sit Wikilux hein, de YouTube pour mettre les films sur son site. Parce qu'il fait un choix. Il ne met pas tout sur son site. En ce moment, il a mis que trois films de votre serviteur sur son site. Il ne met pas tous les cours. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est un choix qu'il fait. En tout cas, pour moi, c'est pas grave. Certaines vidéos se trouvent, oui, exactement. Ils se trouvent finalement tous sur Crux Sacra Sydney Gilux. Le collaborateur de Jean-Louis Vernet a même fait un bon travail. Il a, si vous allez sur Crux, etc., Crux, c'est pas encore Crux Mickey, Crux Sacra Sydney Gilux, Crux Sacra Sydney Gilux, voilà. Alors on trouve là-dedans, Crux Sacra Sydney Gilux. Il ne faut pas aller dans. Crux Sacra Sydney Gilux. Parce qu'il y en a plusieurs Crux Sacra Sydney Gilux. Donc c'est lié. C'est sans espace. Et voilà, sans espace. Voilà, Crux Sydney Gilux. Je l'ai ici. Si vous allez là-dedans, vous le trouvez. Si vous tapez sur un de mes conférences, vous allez voir qu'il les a groupés tous ensemble dans Eric Chapman. Donc il a fait une collection dans YouTube de tout ce que je mets, je transfère. Bon, c'est entre parenthèses. Si pour le cas que ça vous intéresse. Voilà. Encore de Wilfried qui pose des questions. La chaîne liturgie chrétienne est super aussi. D'accord, tant mieux. Pour saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or en audio. Voilà, exactement. La chaîne d'or, exactement. C'est magnifique. La chaîne d'or, c'est un commentaire de saint Thomas, du commentaire des pères d'église qui commentent l'Écriture sainte. Donc c'est ça la chaîne d'or, qui a trois anneaux. L'Écriture sainte, qui est la parole de Dieu. Deuxième anneau, l'explication des pères de l'Église. Hein, c'est encore les gens inspirés par le bon Dieu. Et saint Thomas qui fait la synthèse du commentaire des pères de l'Église. Voilà.
Les trois anneaux de la chaîne d'or, l'Écriture sainte, l'épée de l'Église, saint Thomas. Et c'est une explication des évangiles, des quatre évangiles. Oui, très bien, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. La chaîne d'or est originellement en latin, mais elle a été totalement traduite en français et sur audio. Je suppose qu'elle est en français sur audio, hein, en audio. Vous parlez certainement de la traduction française, mais qui est très bonne. Voilà, très très bonne. C'est magnifique. C'est beaucoup mieux que la télévision, Internet, de lire chaque soir et de méditer les évangiles. C'est ça l'avenir. C'est l'avenir. Voilà, très bien. Merci Wilfried, c'est une bonne référence. Et pour l'avant, n'est-ce pas? Dans le temps d'avant, on est supposé effectivement d'étudier un peu plus, de prier un peu plus, d'approfondir un petit peu la religion. Donc c'est excellent, n'est-ce pas, de prendre la chaîne d'or de saint Thomas. C'est, ça dépasse toute louange. On ne peut pas l'exprimer, la bonté qui est dedans par des paroles. C'est divin. Elle n'a pas volé son nom, chaîne d'or. Sur cette chaîne, il y a aussi les homénies de Saint, bien sûr, de Chrysostome. Ah, d'accord. Oui. Les homénies de Saint Chrysostome et de Saint Augustin, oui. Monseigneur Lefebvre, qui était quand même un homme, euh, donc, quand même très particulier, n'est-ce pas? Et dans son séminaire, il a lu toutes les œuvres de Saint Jean Chrysostome, tous les sermons de Saint Jean Chrysostome. Saint Augustin. Oui, ah, d'accord, en audio, Saint Augustin, oui, tant mieux, hein. Magnifique. Alors, si on fait des parcours en voiture, on peut écouter la chaîne d'or de Saint Thomas, Saint Augustin, et c'est pas trop lourd. C'est pas de la philosophie où vraiment il faut être concentré 100%, parce qu'il faut quand même tenir l'œil sur la route. Donc, des sermons, c'est moins dur à écouter qu'un cours, n'est-ce pas, de philosophie. Donc, si vous voulez écouter les sermons de Chrysostome ou de Saint-Augustin, tant mieux, hein, vous pouvez les écouter si vous faites une partie d'autoroute, une route monotone, avec un minimum quand même d'attention sur la route, vous pouvez écouter et beaucoup apprendre, hein. Oui, c'est une bonne idée, merci. Voilà, donc ça se trouve là, en audio, oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup, donc en audio. Ça se trouve sur la liturgie chrétienne, c'est ça? La chaîne, Liturgie de voilà. Saint Augustin commente la Genèse, bien sûr, mais pas seulement la Genèse. Très très bien. Voilà, merci pour ces informations. Ils sont très utiles. Pour des gens qui n'ont pas le temps, n'est-ce pas, qui se déplacent, voilà, une possibilité de s'instruire, de nourrir son âme de manière extraordinaire, avec le meilleur qui existe. Le meilleur qui existe sur Terre en ce moment. Saint Thomas, c'est le plus grand docteur de l'Église. Saint Jean Chrysostome, c'est le plus grand père de l'Église de l'Orient. Et Saint Augustin, c'est le plus grand père de l'Église de l'Occident. Voilà. Vous avez les trois géants les plus grands de pères et de docteurs. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux à ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et voilà, donc pour ceux qui veulent venir, oui, Saint-Augustin, t'es kabyle, oui, bien sûr. Tous les gentes, omnes gentes sont appelés à se convertir, hein. Les décabiles, oui. Oui. Tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour les Kabyles. Oui, c'est vrai, c'est des Kabyles. L'Afrique du Nord, ils sont sensibles, les Kabyles, hein. C'est un peuple aussi, ils ont des fortes émotions, ils sont un petit peu mélancoliques, mais apparemment, ils ont aussi une tête, peut-être, Augustin. Voilà. Très bien. Vous voyez, dans tous les peuples, il y a des bons et des mauvais, hein, partout. Voilà. Donc, une onde de prière à demain. Demain, je donnerai à la même heure un cours de spiritualité, si Dieu veut. Il y a encore, voilà, encore quelques personnes qui sont en train d'écrire. Voilà. Bart, oui, à demain. Très bien. Vous avez trouvé du travail comme docteur? Vous êtes docteur maintenant en droit canon, je pense, hein? Bart, hein?
Ça marche? Vous êtes encore en train de vous spécialiser quelque part? Ah, ah, le 12e janvier est votre promotion, hein, tant mieux, voilà. Très bien, très bien. Magnifique, voilà. Donc voilà, à la prochaine, à demain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.